Bien le bonjour à tout le monde. Donc, excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Donc, aujourd'hui, on a l'occasion, lors de ce midi du Lépure, d'accueillir le professeur Roland Willem. Donc, il est professeur ordinaire en géomatique dans le département de géographie et il est directeur du laboratoire GeoCity, avec qui nous collaborons dans le cadre du Grand Lépure, on va dire. Voilà, il va nous entretenir aujourd'hui sur les jumeaux numériques urbains, leur usage en vue de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jean-Marc. Est-ce que d'un point de vue technique, vous m'entendez? Ça marche? OK. Bonjour à tous, ceux qui sont présents, ceux qui sont en ligne. Donc, effectivement, je suis très heureux de venir vous parler des jumeaux numériques urbains dans une perspective d'aménagement et d'urbanisme. Et je vais surtout insister sur, un moment de la présentation, sur les niveaux de maturité de ces jumeaux et des perspectives au niveau de nos groupes de recherche et peut-être de la région Wallonne. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la notion de jumeaux numériques. C'est une notion qui est relativement finalement ancienne, qui vient de l'industrie. On considère qu'un objet ou un processus, par exemple la construction d'une voiture ou une fusée, euh, a sa contrepartie dans le monde digital et que entre l'objet ou le processus physique et la copie digitale, il y a des flux d'informations, évidemment de l'objet physique vers le digital, où il y a un monitoring, un suivi, de la possibilité de générer pardon, des simulations des traitements, et puis après, de cette maquette virtuelle, de ce jumeau virtuel, il y a des retours vers le monde physique et des retours qui sont soit semi-automatiques ou même totalement automatiques dans le cadre, par exemple, d'une chaîne de montage de voitures. Donc ça, c'est le concept de base et il a été appliqué au milieu urbain. Et là, je vous propose une définition, une des nombreuses définitions hein, qu'est le jumeau numérique urbain. Donc, on est sur une représentation numérique d'entités, de processus et d'activités humaines du monde réel, ici du monde urbain, qui sont synchronisés à une fréquence et à une fidélité spécifiée, et qui garantissent des connexions de données qui sont claires et transparentes entre les différentes parties numériques et réelles. Donc il y a cette idée de retour du numérique vers le réel. Alors la définition que je viens de vous donner, elle est d'ordre conceptuel, elle est très générale. Mais il y a également d'autres façons d'aborder, je dirais, le jumeau numérique. On peut aussi se pencher sur les aspects techniques ou organisationnels. Et donc, la première partie de ma présentation va être de décliner ces différents aspects conceptuels, techniques, organisationnels relativement rapidement. Ensuite, je passerai à une vision de qu'est-ce qui est effectivement en place à l'international et discuter des niveaux de maturité. Ensuite, je parlerai de ce que l'on fait dans notre laboratoire et puis je conclurai. Donc, dans les aspects conceptuels, on peut encore aller un cran plus loin de la définition que je viens de vous donner et de considérer finalement ce jumeau numérique comme un système de systèmes. C'est très important de voir que l'idée ici, c'est de... Alors, dans l'illustration que vous avez devant vous, reprend des systèmes, une généralisation des problèmes, donc système construit, système naturel, un système physique cyber qui est en dessous, mais on peut vraiment étendre les choses et donc envisager dans le fonctionnement complexe urbain, il y a évidemment des systèmes hydrauliques, des systèmes de transport, il y a des systèmes sociaux, il y a des systèmes d'infrastructure, enfin, par exemple la végétation urbaine, bref. Il y a tout un ensemble de choses et l'idée du jumeau numérique, c'est de mettre en interconnexion ces différents systèmes. Évidemment, ça pose tout de suite la difficulté de la transposition du concept de jumeau numérique au milieu urbain comparé à sa
position originelle qui était dans l'industrie, où là, évidemment, on peut comprendre que la mise en place, la combinaison de systèmes dans par exemple, la construction d'une voiture peut être complexe, mais relativement quand même contraint et limité. Alors, d'un point de vue technique, maintenant, il y a une série de choses importantes à voir. Donc, si on réfléchit à ce que c'est le jumeau numérique, mais d'un point de vue technique, eh bien, on a une série de choses. Je vais d'abord partir sur les explications qui sont à gauche de la dia. Donc, habituellement, on considère qu'on doit avoir un modèle de ville tridimensionnel, aussi bien d'un point de vue géométrique que sémantique. On va avoir de l'intégration de données qui sont historiques, mais ça veut dire un peu une espèce de synonyme de statique, donc des données qui sont disponibles, mais également des données dynamiques et qui doivent être accessibles en presque temps réel. Alors, il y a évidemment la nécessité, mais ça je l'ai déjà dit, d'assurer une liaison entre le monde virtuel et le monde réel. Et le quatrième bullet point est important parce que c'est là où on voit que l'idée, ce n'est pas uniquement de mettre à disposition et interconnecter des données, mais c'est aussi de proposer toute une série d'analyses, d'analyses de données, d'applications de process variables. Ça peut être de l'intelligence artificielle, mais des process de simulation, de prédiction. Donc c'est vraiment ici un des points importants, c'est donc d'aller plus loin que simplement la fourniture et l'intégration de données, mais c'est également d'intégrer des résultats de simulation et de pouvoir les partager. Donc en fait, on arrive au dernier point, c'est une vue finalement intégrée et unifiée de différentes sources de données, de modèles à différents stades de cycle de vie, et qui permettent donc de comprendre la ville actuelle et faire évidemment des prédictions. Ce qui nécessite également dans les aspects techniques d'avoir quand même des outils de visualisation relativement efficaces, et notamment vers des spécialistes, vers des décideurs, mais aussi vers des citoyens. Alors, quelque part, on peut dire, mais je ne vais pas m'étendre sur la question, que le jumeau numérique, c'est un city model amélioré. Je pense que ça va un peu au-delà de ça, mais c'est quand même une base de compréhension. L'illustration que vous avez à droite reprend en gros les éléments que l'on a vus avec une progression depuis la capture des données, la création des modèles 3D, le fait de connecter les données, de les enrichir et de pouvoir assurer de plus en plus d'aspects techniques. Alors, d'un point de vue organisationnel, c'est un aspect important parce que finalement, ce que je vous propose ici en bullet point, c'est un peu des déclarations, hein. Je ne veux pas dire que c'est une vérité établie, mais quand on présente les jumeaux numériques, l'idée c'est de dire, voilà, ça peut l'outil ultime, bon, c'est un peu amusant comme vocabulaire, mais pour travailler sur la durabilité du développement urbain. Donc, enfin, on voit ça vraiment comme un outil vraiment important. Je crois que ce qui est surtout important, c'est le deuxième bullet point, c'est le fait de vraiment promouvoir une nouvelle façon de travailler et d'avoir une vision plutôt orientée données dans l'organisation et l'intégration dans les modèles d'information des villes, au niveau des concepts et des services également. Il y a également une notion de collaboration et de communication fort importante, mettant finalement en lien différents acteurs, que ce soit les aménageurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les citoyens, les décideurs. Et puis, c'est vrai que c'est également la possibilité de faire évidemment des analyses de risque risk-free, donc hein, sur des politiques urbaines ou des aménagements. L'illustration de droite est surtout là pour dire que les données, elles arrivent un peu de partout, elles doivent être organisées d'une certaine façon, elles doivent être accessibles à un ensemble d'acteurs. Et alors, ce qui est intéressant, on a eu l'occasion de bien réfléchir à ces aspects organisationnels. On a présenté ça à une conférence, un groupe de travail européen, parce qu'en réalité, à mon avis, les aspects organisationnels sont certainement les plus bloquants. Parce que si on réfléchit vraiment à l'adoption de jumeaux numériques
non pas comme simplement un logiciel supplémentaire on ajoute dans une organisation, mais c'est vraiment plutôt une façon de voir les choses. C'est-à-dire, pas du tout, on n'est pas du tout dans une approche en silo ici, on est dans une approche très transversale. Et donc, ça veut dire que si on veut implanter des jumeaux numériques ou un jumeau numérique dans une administration, enfin, au niveau d'une ville, il- ça implique une refonte, ou en tout cas un travail au niveau organisationnel. Ça me fait penser à une ville française qui a mis en place, on prenait souvent en exemple la ville de Rennes. Quand on a discuté avec eux il y a quelques années pour voir quel était leur développement, ce qui était intéressant de voir, c'est que la réorganisation des administrations d'urbanisme, de cartographie et tout au sein de l'agglomération de Rennes avait précédé la mise en place du jumeau numérique, justement pour s'assurer aussi de l'intégration des données et du travail finalement collaboratif qui ne passe pas uniquement par les aspects techniques, mais aussi concrètement par l'action enfin, des différents acteurs. Et j'en arrive au dernier schéma de ma première partie de présentation, qui est un schéma qui a été présenté il y a un an par des collègues vraiment très actifs dans le domaine et qui ont présenté le cycle de vie des jumeaux numériques avec différentes phases. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'était juste pour illustrer le fait que les aspects, donc ici, c'est un peu les challenges dans la mise en place de jumeaux, la mise en place et puis les différents cycles de vie des jumeaux. Et on voit qu'il y a évidemment des challenges techniques, hein, mais également des challenges non techniques qui ont été repris. Ça fait écho à ce que je viens de dire, et notamment, je vous ai dit, le côté organisationnel qui est quand même relativement euh, bloquant. Et je le dis parce que, en fait, d'un point de vue technique, il y a tout à fait moyen, je vous montrerai, de faire des jumeaux numériques qui peuvent évidemment encore évoluer dans certains aspects, mais voilà, le problème principal, il est certainement pas technique. Alors, pour les personnes qui ne sont pas au fait de ce qui existe, je vous propose d'illustrer quelques réalisations à l'international. Ici, on a le Helsinki qui est vraiment fort actif dans le développement de jumeaux numériques au niveau de la ville. Et vous avez ici des captures d'écran qui sont des illustrations des différentes case studies, donc les cas d'études, les fonctionnalités qu'ils proposent. Euh, bah, en haut à gauche de l'aménagement, du city management par l'accès à des données, la possibilité d'ajouter de simuler l'ajout de bâtiments dans des projets urbains, les problèmes de stress, de chaleur, ça c'est vraiment une problématique qui est souvent abordée dans les jumeaux numériques, en haut à droite. Le potentiel solaire, ça c'est vraiment une des choses les plus courantes. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est la première application la plus facile qui, euh, qui, qui nécessite des bâtiments en 3D et une modélisation des toitures. Donc, c'est souvent présenté. Et des modèles de déperdition qui peuvent être couplés avec, par exemple, de la captation de données dans l'infrarouge et ce genre de choses. Alors évidemment, derrière ces illustrations, ben, je ne vous montre pas ici la composition technique des infrastructures, mais c'est vraiment les utilisations que ces villes proposent. En Flandre, ils ont une initiative qui s'appelle Duet, qui est très intéressante. Je vais après présenter deux, trois petites choses qui sont issues de là. Et là, on a plutôt de nouveau des applications un peu spécifiques qu'ils développent et ils construisent ainsi une technologie, une possibilité de plateforme intégrée avec différents thèmes qui sont abordés. Vous voyez à gauche un Citizen Science Sensor Map. Il y a des activités, enfin des projets sur la végétation, des problèmes de transport au sens large. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces initiatives, c'est la structuration et le plan stratégique de développement qu'ils ont. Autre exemple, le projet Plateau au Japon. Alors, vous voyez de nouveau les mêmes thématiques qui arrivent, urban planning, disaster management, du tourisme,
avec des sorties en réalité virtuelle, de la mobilité couplée avec mobilité robot, une participation publique et notamment qui passe au travers de réalité virtuelle, des applications environnementales et ainsi de suite. Alors, quelque chose d'assez intéressant avec le Japon, j'ai eu l'occasion de voir une présentation lors d'une dernière, allez, il y a un an, lors d'une dernière conférence, et c'était excessivement impressionnant. Ils organisent d'ailleurs une conférence prochainement et je me ferai une joie d'y aller. C'est très impressionnant ce qu'ils sont arrivés à faire. J'en parlais aussi avec des collègues de la ville de Namur, ils disaient qu'ils avaient été interviewés il y a quelques années. Et là, je pense, enfin, à ma connaissance, c'est vraiment pour moi le meilleur exemple d'un point de vue technique de ce qui est possible de faire. Maintenant, il faut se dire qu'il y a, je pense, 200 chercheurs, hein, qui sont derrière le projet, mais on parle de Tokyo et certainement je ne suis pas trop sûr, mais une extension à d'autres villes. On parle de moyens, évidemment, que nous n'avons pas. En Australie également, ils sont assez avancés. Voilà le genre de visuel qu'on peut sortir de nouveau avec, en gros, les mêmes applications de l'analyse spatiale tridimensionnelle que vous pouvez voir à droite. Et vous avez évidemment les liens vers les différentes initiatives. Alors, je crois que la question intéressante à se poser quand on voit ces visuels, c'est de se dire, mais finalement, où en est-on réellement? Vu que ça fait quelques années que nous, on se penche sur les questions et qu'on fait des développements spécifiques, et c'est vrai qu'il y a énormément eu de présentations, je dirais, grand public ou commercial ou des salons spécialisés. Maintenant, est-ce que toutes ces réalisations peuvent être considérées comme des jumeaux numériques et jusqu'où vont-elles? Alors évidemment, les choses évoluent. Et très vite, il y a eu des propositions de classification en fonction des niveaux de maturité. Ici, j'en ai repris un qui vient d'ailleurs de l'initiative flamande, du HET, et je la trouve intéressante. Donc voilà, ils ont 4 niveaux, vous voyez, le Awareness of Twins, Experimental Twins, Predictive Twins et Intelligent Twins. Donc on a 4 niveaux, et on passe d'une phase stratégique, exploratoire, plus de développement, et puis après, vraiment la phase où le twin est prêt et utilisable dans l'acceptation des concepts que je viens de vous montrer. Alors, c'est intéressant de voir dans cette progression que progressivement, on part sur de l'open data, puis de la mise en place de data analytics, donc des traitements sur les données, puis des capacités de stockage, notamment cloud, de l'interface 3D, on arrive aux simulations, et puis vraiment les derniers défis technologiques au niveau big data et intelligence artificielle qui sont posés. Au niveau international, beaucoup de choses se trouvent soit dans les premières phases 1 et 2, certains se trouvent au niveau 3, voire 4, mais c'est souvent dans pour des case studies. Ce n'est pas le jumeau numérique complet. C'est par exemple, le modèle par exemple, énergétique va être bien mis en place, accessible, lié avec des simulations, lié avec des entrées de capteurs. Et donc, du coup, il peut être quelque part considéré comme arrivé au niveau 3 ou au niveau 4, même si l'ensemble de l'infrastructure elle-même ne l'est pas. Une autre phase, toujours suivant cette même classification, c'est assez intéressant. Là, je ne vais pas aller dans l'ensemble du texte, c'est de nouveau de ces 4 niveaux, mais c'est une description de ce qu'on attend et les enablers, donc ce qui permet d'aller plus loin. Alors, si vous voyez le premier, la strategy phase, eh ben, on est avec de la recherche ou des propositions à partir d'équipes de recherche ou de municipalités qui essaient de mettre en place voilà, des projets ponctuels. Au niveau de gouvernance, on va explorer des modèles et au niveau technologie, ben, c'est déjà la mise en place d'open data au niveau de la ville. Et puis, pour aller à la phase suivante, ben, il y a d'autres compétences qu'il faut développer et on avance comme ça. Je trouve c'est intéressant parce que c'est une belle feuille de route, quelque part, simplifiée, mais qui permet de voir comment aller progressivement, pardon, vers les différents niveaux de maturité
des jumeaux numériques. Alors, je disais tout à l'heure qu'au niveau international, on a des développements à divers niveaux. Effectivement, les choses évoluent. Je pense que là où on voit les meilleurs développements, on est vraiment dans des stratégies qui prennent en compte les aspects gouvernance, technique, avec des cas d'études et souvent des liens avec les citoyens. Et que ce qu'un jumeau numérique n'est certainement pas, c'est la nouvelle version d'un outil qu'on essaierait de vous vendre. Voilà. Au niveau wallon, c'est intéressant de se poser la question de où on en est. Mais je pense qu'on est à différents niveaux d'initiative. Je vais vous montrer évidemment ce que nous on fait, mais il y a des choses qui peuvent être considérées comme rentrant dans le champ du jumeau numérique. Je vous présenterai quelque chose qu'on a fait avec la ville de Liège, mais voilà, je crois que le meilleur exemple et le terreau le plus fertile pour le moment au niveau wallon, c'est certainement les développements qui ont lieu au niveau de la ville de Namur, qui a déjà plusieurs éléments du niveau 1, voire du niveau 2, qui présagent vraiment de la mise en place d'un jumeau numérique. C'est déjà d'avoir une très bonne plateforme open data, d'avoir des compétences et une certaine organisation transversale de leurs services cartes géomatiques. Ils ont également une maquette tridimensionnelle. Alors, on a une maquette tridimensionnelle, ce n'est pas le jumeau numérique, mais enfin, ils ont déjà cette base et elle est déjà très intéressante. Et donc, voilà, je pense qu'il y a, comme je viens de le dire, un terreau fertile, mais vraisemblablement, mais j'y reviendrai dans mes conclusions, ce qui serait important, c'est de voir un peu comment on met en place une stratégie au niveau régional, parce qu'on se rend compte également qu'au niveau international, il commence à y avoir une organisation au niveau européen, enfin, ça existe déjà, il y a des nouveaux appels à projets, qui essayent de fédérer les initiatives locales. Donc, ils appellent ça Local Digital Twins ou Connecting Local Digital Twins. Et où, effectivement, et c'est aussi des choses qui se développent fort au niveau allemand, c'est que on voit qu'il y a des initiatives qui ont été prises dans différentes villes avec l'appui de l'industrie ou de laboratoires de recherche, et que maintenant on est dans les phases finalement de mise en commun de ces différentes initiatives pour promouvoir et mettre à disposition pour les villes différentes fonctionnalités. En effet, si j'invente ici, mais la ville d'Hanovre a fait un super modèle sur la végétation urbaine et que la ville de Stuttgart, elle, a un super modèle énergétique, enfin un modèle, une partie du jumeau numérique, et pour peu que les données manipulées soient dans des modèles compatibles, ben voilà, on comprend très vite l'économie d'échelle qu'il y a à partager et à essayer d'intégrer les différentes initiatives pour ne pas qu'une ville se trouve face au développement complet de toute la gamme du jumeau numérique. Donc voilà, si mon timing est bon, j'ai déjà parlé à peu près 20 minutes, c'est parfait parce que j'arrive maintenant à la présentation de notre labo. Erreur dans le bandeau supérieur, mais ce n'est pas grave. Alors, je m'occupe effectivement du laboratoire Geospatial Data Science and City Information Modeling, GeoCity. Donc, c'est un nouveau nom. Je suis quand même depuis assez longtemps à l'Université de Liège au sein d'unité de géomatique, mais simplement, il était temps de changer le nom du service. Donc, ce n'est pas le nouveau nom de la géomatique, soyons bien clairs. Nous faisons toujours partie de l'unité de géomatique, mais c'est le nouveau nom de mon service. Je vous ferai grâce de l'ancien nom du service. Il m'a fallu donc 24 ans, non, que dis-je, enfin bref, pas loin d'une quinzaine d'années, voire 20 pour changer de nom, mais nous avons voulu trouver un nom qui exprimait en fait ce qu'on faisait depuis des années au sein du service. Et donc, en gros, on travaille sur l'acquisition, le traitement, la visualisation de données géographiques à l'échelle, je dirais, du territoire jusqu'au bâtiment. Alors, quelques chiffres, je vais aller très rapidement là-dessus. On connaît une équipe à peu près d'une petite dizaine de personnes. Vous savez que les labos universitaires, les chiffres varient, mais on va dire que c'est à peu près la table.
vous avez quelques chiffres à gauche. Et au niveau de l'affiliation, comme je viens de vous le dire, nous sommes un des laboratoires de l'unité de géomatique qui fait elle-même partie de l'URSPHER. Et en termes d'enseignement, évidemment, nous faisons partie du département de géographie. Alors, au niveau de nos recherches, on a une approche qui part, je dirais, de la théorie à l'application. Au niveau théorique, on a, je dirais, un pan de nos recherches sur vraiment la modélisation et le raisonnement spatial autour de la géoinformation, voilà, qui est illustré ici par des modèles conceptuels. Nous travaillons aussi sur le géoprocessing, et notamment le géoprocessing 3D. Et là, je vais y venir par la suite. Et puis, également, du travail sur les infrastructures de données, donc vraiment, concrètement, comment on met en place des systèmes d'information au travers de serveurs et ce genre de choses. Et puis, au niveau des applications, là, par la force des choses, on a, je vais lancer la vidéo, on a du coup des travaux sur l'acquisition de données, bien entendu. Donc, l'acquisition de données, c'est l'illustration que vous voyez au-dessus, c'est l'utilisation de laser scan. Là, c'est dans le contexte archéologique. Et cette acquisition de données, je le mets plutôt d'un côté applicatif, parce qu'on ne fait pas de recherche spécifiquement là-dessus. On fait de la recherche sur le processing, mais on ne développe pas d'outils d'acquisition, mais on en a et on peut les utiliser. Et puis évidemment, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la modélisation urbaine, en City Information Modeling, et maintenant avec le nouveau terme Digital Twin. Et on a toujours eu également une application importante dans le patrimoine digital, qui est également les illustrations que vous voyez en dessous. Dans le cadre des jumeaux numériques, dans les projets que l'on a, je voulais en citer 4. Je vais en développer 3. Le premier, c'est SEM3D. C'est ce qu'on a fait pour la ville de Liège dans le cadre d'un subside tremplin IA de la région wallonne. Wallo 2D, c'est l'extension de ce projet pour le moment au niveau de la région wallonne, mais là dans le cadre d'un appel d'offres. TrackGen, c'est un beau travail que l'on fait d'une manière générale des jumeaux numériques sur les infrastructures ferroviaires. Je ne vais pas développer ça spécifiquement, mais je voulais le citer parce que c'est un domaine intéressant qui nous a amené finalement beaucoup de retours et qui alimente nos réflexions dans les autres choses. Et puis, je vais vous présenter City2Twin, qui est notre projet de plateforme, on va l'appeler plateforme Digital Twin, qui vient de sortir au travers d'une collaboration qu'on a avec l'IAV Hassan II de Rabat. Et donc, c'est les 3 maintenant projets que je vais un peu plus détailler. STEM 3D, donc je viens de le dire, c'était un travail qu'on a fait au niveau tremplin IA avec la ville de Liège. Et donc, l'objectif scientifique officiel, c'était quoi? C'était la mise en place de procédures d'extraction d'objets urbains 3D enrichis sémantiquement à partir de données issues de capteurs aériens ou terrestres en utilisant des techniques d'intelligence artificielle de type deep learning. Et donc, le côté en clair et en pratique, qu'est-ce que c'est? C'était en fait d'offrir à la ville de Liège la possibilité d'améliorer sa gestion urbaine en lui fournissant des données tridimensionnelles, bâtiments, arbres, routes, etc., obtenues à partir de données mises à disposition de la région wallonne. En fait, le principe, c'est d'utiliser des données LIDAR, donc ce sont des nuages de points de la région wallonne, qu'on colorise avec des images de la région wallonne également. Et à partir de ces images, et en passant avec des techniques de deep learning et des bases de données test, je rentre pas dans le détail, si vous avez des questions, je répondrai après, on parvient à faire des classifications de ces nuages de points en différentes classes. Vous les voyez ici à droite, building, végétation, route, etc. Et ensuite, ces nuages classifiés, on va s'en servir pour les modéliser grâce aussi à des données 2D de la région wallonne, donc du PIC, pour vraiment créer des données 3D standardisées. Donc, ici, c'est du CityJSON. Donc, je dirais, ce sont des objets utilisables en SIG 3D. Hein. Ça, c'est pas juste de la visualisation. À tous ces objets sont associés des tables d'attributs. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur les toitures, vous avez les toitures, vous cliquez sur les murs, vous avez les murs, et vous avez toutes les informations qui sont issues des données du PIC.
Alors, je continue. On a fait la même chose pour les arbres. Ada, une demande spécifique de la ville, c'est vraiment très intéressant. On a donc ici cette capacité à modéliser les arbres de manière individuelle. Et même chose, une fois qu'on les a, ben, ils sont individualisables et avec là toute une série d'informations. Et là, ce n'est pas des attributs issus d'une base de données existante, mais des attributs qui reprennent différents euh, aspects géométriques de l'arbre, la couronne, le tronc, etc. Le lien avec les jumeaux numériques que je n'ai pas indiqué ici, c'est que, évidemment, si vous voulez faire un jumeau numérique, vous devez avoir des objets. Et quand les objets ont une pertinence en 3 dimensions, il vous les faut en 3 dimensions. Donc, c'est logique de créer ces objets et surtout d'avoir une vision, même sur les objets qui sont dits statiques, je viendrai après sur des objets dynamiques, il faut avoir des objets qui sont avec un certain niveau de mise à jour. Si vous utilisez de la 3D pour faire de l'analyse fine, vous ne pouvez pas avoir des 3D qui ont 30 ans et qui ne correspondent à des bâtiments qui sont démolis. Donc, ici, l'utilisation que l'on fait dans le processing et l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour permettre que dès que les données, par exemple des données LIDAR sont disponibles de la région ou des données LIDAR qui seraient acquises autrement par une ville ou un quartier avec un drone ou que sais-je, on a des procédures qui permettent de très rapidement avoir des données qui, elles, sont manipulables et qui sont de qualité. Donc, on est vraiment dans la partie alimentation du système, alimentation, mais aussi, donc, vous voyez, avec déjà des données attributaires qui sont liées. Alors, le slide suivant, ben, c'est une petite vidéo qu'on avait réalisée dans le cadre de cela. Vous n'avez pas le son, mais ce n'est pas grave, c'est juste un son d'ambiance. La lumière, la couleur bleue ici n'a aucune signification, c'est juste pour visualiser rien que le nuage de points. Ça, c'est le nuage de points colorisé. Donc, on a travaillé sur un quartier test qui était Outremeuse. Le nuage colorisé, ensuite, après les techniques deep learning, peut être classé en différentes classes. Donc, vous voyez, chaque point du nuage est classé dans une catégorie. Donc, nous, visuellement, en tant qu'être humain, on peut déjà repérer ce que c'est. Et puis après, il y a la modélisation, bâtiment, végétation, route, terrain. Et on a ainsi un modèle tridimensionnel, donc une maquette tridimensionnelle complète d'Outremeuse, voilà, qui était donc une très bonne base de travail. Alors, par la suite, ici, je vous parle d'un projet donc, qui est un projet, un appel d'offres de la région wallonne, pour lequel nous sommes des sous-traitants d'une société, pour finalement adapter. Donc, l'objet du projet, qu'on appelle le WAL O2D, c'est de générer les bâtiments, ici, les bâtiments tridimensionnels, de la même façon que ce qu'on a fait sur Outremeuse, sur l'ensemble de la région wallonne. Et donc, nous sommes ici dans les phases test. Hein. Donc, je me permets de montrer des résultats qui ont déjà été montrés à la région wallonne des phases test. Vous voyez, l'image illustration que je vous montre, elle est la même que celle que j'avais pour Outremeuse. Donc, nos classifications fonctionnent. Nous avons les résultats ici sont en City JSON. Donc, c'est ce que nous, on crée. Je ne rentre pas dans les détails des formats, mais et alors, la région wallonne, elle souhaite du CityGML, ce qui est tout à fait en gros la même chose, mais il y a une petite transformation et vous voyez, nous avons la capacité de générer, mais vous voyez, avec des niveaux de détail très importants, parce que vous voyez ici les structures des toitures qui sont retrouvées. Et donc là, je vous laisse deviner la ville que c'est la zone test, je ne dirai pas. Les habitants du coin reposent. Donc là, on a déjà fait une mise à l'échelle, je dirais. Hein. On pourrait dire que Outremeuse, c'était facile, mais en fait, c'est tout aussi facile de faire ceci. Et nous sommes en train de continuer, évidemment, la mise à l'échelle, je dirais, des process. Alors, dernière chose que je souhaitais partager avec vous, c'est le projet City2Twin. Donc, City2Twin, c'est un développement de plateforme. Il y a plusieurs initiatives qu'on a essayé de développer au sein de notre groupe sur le développement vraiment d'infrastructures de données spatiales, donc des solutions techniques, parce que là, ce que je vous ai montré, c'était des solutions techniques pour
pour extraire de l'information et fournir des données. Mais après, il y a la question, dans quoi est-ce que je le mets? Dans quelle base de données est-ce que je mets ça? Comment est-ce que j'interagis? Donc ça, c'est ce qui est traité ici. Alors, on a eu différentes choses. On a également le projet Cerber qui nous amène à d'autres réalisations, mais celle-ci, elle est vraiment intéressante. Elle a été développée par un stagiaire, mais encadrée évidemment par des chercheurs de chez nous. Et on a une plateforme. Je passe évidemment ici l'illustration, c'est juste pour vous montrer le détail, mais je vais très vite vous montrer quelques vidéos qui vous montrent la plateforme dans son utilisation. Alors, la première petite vidéo, c'est pour la partie très simple de chargement de données. C'est pour vous montrer que dans la plateforme, on charge facilement les données. Ben, vous retrouvez les données d'Outremeuse. Vous allez voir par la suite que l'on peut très facilement charger des données dans des formats JSON d'autres régions. Donc, ce n'est pas un truc qui ne marche que pour notre, notre ville. On peut également charger des nuages de points. On a des fonds de plan OpenStreetMap. Et vous avez à gauche donc, le gestionnaire. Et donc, vous avez la possibilité d'aller sélectionner des objets et donc faire de la visualisation de données attributaires. Donc, les premières fonctionnalités, les fonctionnalités de base sont là. Là, vous voyez, c'est un modèle de la haie que l'on peut tout à fait charger sur la plateforme. La plateforme n'est pas liée évidemment à la ville de Liège. Hein. Voilà. Donc là, on démontre qu'on a la possibilité de faire ces opérations de base qui est charger des données et naviguer dans les données, avoir de l'information. Ça, c'est le nuage de points, c'est quand même déjà costaud. Et voilà, les choses vont à la vitesse à laquelle je vous le montre ici. Hein. Je n'ai pas fait une démo parce que je ne veux pas prendre de risque, mais c'est les vidéos. Alors, deuxième vidéo. Là, on va illustrer le fait que on va pouvoir faire d'abord des petits changements de couleur, de texte, d'habillage, par exemple, de changer des couleurs en fonction du type d'usage du bâtiment. Enfin, ce sont des choses un peu cosmétiques, mais qui sont quand même intéressantes. Ensuite, on va voir qu'on peut faire de l'édition. Donc, on peut aller éditer des objets, des attributs, ajouter des attributs, et tout ça, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, là, vous avez la plateforme de visualisation, mais tout ça est connecté à un système de base de données. C'est la gros schéma que je vous ai montré précédemment. Donc là, quand on fait un changement, évidemment, il est directement sauvegardé, bien entendu, dans la base de données. Dans les bases de données, si on travaille avec plusieurs bases de données. Alors, vu on est un peu base de données, ben on va pouvoir faire et des requêtes attributaires et des requêtes spatiales. Requêtes attributaires classiques. Encore une fois, ce n'est pas magistral, mais c'est intéressant de voir que sur la plateforme, si vous lui demandez de prendre, voilà, ici la requête, c'était tous les bâtiments de type habitat, les végétations qui ont une certaine hauteur et les routes qui ont un certain type, ben, c'est possible au sein de la plateforme. Et on peut faire également des filtres spatiaux. Alors, bon, on est au début, évidemment, de l'implémentation. Ici, c'est une sélection sur base d'un périmètre. D'accord? On va sélectionner tous les objets qui sont dans un périmètre donné. Et le dernier transparent, la dernière vidéo, elle, ben, on a voulu traiter un cas d'étude. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans les développements qu'on voit à l'étranger, ben, il y a souvent un cas d'étude un peu spécifique qui démontre finalement l'intérêt. Et là, ce que l'on a fait, c'est de travailler, on a demandé à l'ICEP de nous partager des données de leurs capteurs environnementaux qui ont sur la ville. Et donc, ce qu'on fait dans la plateforme permet de se coupler à ces capteurs. Donc, on repère ces capteurs et on les attache à des objets urbains. Les voilà, les capteurs, donc les sensors. Donc, ça ici, c'est un case study Air Quality. On a toute une série d'informations sur le capteur en lui-même, avec la terminologie de l'ICEP.
On a des tableaux, vous voyez, vous allez le voir après, où on a accès aux différentes données statistiques de chaque point. Les points qui sont là représentés, vous en voyez un ici, vous voyez près des arbres, il y a un capteur. Et on a des séries temporelles des capteurs qui sont disponibles. Donc, ça veut dire que là, les données, entendons-nous bien, sont introduites de manière dynamique. Donc, on a les informations de l'ICEP, on va les chercher et on peut les associer directement ici dans notre maquette voilà, pour visualiser. Alors, ceci, c'est aussi vous montrer ce que pourrait être le résultat d'une simulation. Si on a des résultats de simulation, on peut, j'ai été un petit peu vite là-dessus, je vais juste revenir sur cette partie-là. Excusez-moi, je reviens en arrière, je relance ma vidéo. Voilà. Donc, si on a des résultats de simulation, par exemple une simulation sur du potentiel énergétique ou des choses comme ça, on peut lier ces informations au building existant et les visualiser, mais aussi, donc du coup, si vous comprenez bien, ben, tous les filtres spatiaux et attributaires que j'ai mis peuvent être également appliqués donc, à ces simulations. Donc, c'est vraiment cette idée d'intégrer le plus de choses possible. Et une fois ces choses intégrées, ben, on a évidemment accès aux fonctionnalités de base qui sont finalement du traitement spatial ou du traitement attributaire. Et j'en arrive maintenant à mon slide de conclusion. Les jumeaux numériques urbains, ben, ça vient. D'autant plus, je peux d'autant plus le dire que quand on voit le développement maintenant de projets européens qui essayent de favoriser la mise en place de tels systèmes, c'est clairement quelque chose qui arrive. Et je pense, mais là évidemment c'est vous les experts, moi je ne suis pas un, un planificateur ou un gestionnaire urbain, mais vraisemblablement, le fait de ne pas travailler en silo, mais de partager les informations, de les proposer au travers d'interfaces, de permettre de croiser des résultats de simulation de choses diverses, a pour le moins permet d'avoir un tableau de bord de la ville, permet au moins de communiquer, que ce soit avec les décideurs, que ce soit avec les citoyens. Alors maintenant, est-ce que le jumeau numérique urbain va jusqu'à avoir une rétroaction sur le monde réel de manière automatique, comme le veut la définition du jumeau numérique? Là, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Ça dépendra, à mon avis, des cas d'études. Il y a vraisemblablement des choses qui pourraient être envisagées comme des résultats d'action automatique. Par exemple, je pense on prend toujours ces exemples au niveau de la mobilité, peut-être d'adapter des panneaux de circulation en demandant aux gens de limiter leur vitesse de circulation, des choses comme ça. Le système pourrait automatiquement dire là, il faut passer à 50 km/h. Enfin voilà, je propose un exemple, ou 30 km/h. Mais déjà, rien que d'avoir un retour non automatique vers les décideurs, vers les spécialistes, je pense que c'est déjà très bien. Du coup, l'objet finalement de la démarche que j'avais eue vis-à-vis de Jean-Marc, vis-à-vis de Jean-Marie, ben, c'était de dire que les différentes parties prenantes doivent se préparer. Donc nous, évidemment, nous en tant que développeurs géomaticiens, ben, on s'y prépare parce qu'on fait ça depuis des années. Mais je pense que voilà, tous doivent y aller, d'où l'intérêt aussi pour nous d'avoir travaillé avec la ville de Liège et le service Carto de la ville de Liège. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'une stratégie wallonne, Wallonie-Bruxelles, ou en tout cas bon, régionale, qui en tout cas doit se mettre ou peut se mettre et s'inspirer des initiatives internationales. Sinon, on risque de se retrouver pour le fonctionnement et l'aménagement de nos villes et de nos territoires ben, en décalage, peut-être au niveau des résultats, mais déjà au niveau des financements. Donc, je crois que c'est quelque chose si aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans ces thématiques-là au niveau décisionnel. Je pense qu'ils doivent vraiment prendre ça en compte si ce n'est pas déjà fait. Et puis alors, au niveau de mon groupe de recherche, au niveau de nos recherches en jumeaux numériques, bah, évidemment, nous avons envie de continuer à développer et améliorer nos démonstrateurs et notre plateforme technologique. Et pour ça, on vraiment recherche du partenariat. Recherche évidemment, comme toujours, comme tout labo de recherche du financement, mais surtout du partenariat parce qu'on aimerait bien aller sur des applications spécifiques. Donc ici, on a fait
la qualité de l'air. On a pour le moment rentré des projets sur la végétation urbaine, mais je ne suis pas un spécialiste de la végétation urbaine, je ne suis pas spécialiste de la qualité de l'air, je ne suis pas spécialiste du transport, mais on peut travailler, je pense, ensemble avec des spécialistes pour vraiment assurer la mise en commun et, le fait de mettre des modèles prédictifs, des modèles spécifiques de ces différentes thématiques à intégrer dans le jumeau numérique. Je pense que d'un côté, nous ne pourrions pas, nous prendrions un risque et nous faisions ce genre de travaux tout seuls parce que nous n'avons pas la compétence de savoir si les modèles, par exemple, de transport que l'on va implémenter seraient les bons ou auraient du sens dans un cas particulier. Et inversement, les personnes métiers n'ont pas la compétence géomatique au sens large et informatique pour y arriver. Et évidemment, on a toujours eu un rôle de support des institutions et des villes d'une manière générale au niveau de l'accompagnement de la géomatique, mais là, on souhaite vraiment le faire au niveau des jumeaux numériques. C'est le cas avec la ville de Liège, ça a été le cas avec la ville de Liège. On est en discussion avancée également pour le moment avec la ville de Namur, et c'est des choses que l'on souhaite évidemment continuer et mettre en exergue. Et voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Je crois que j'ai fini mon timing. Je reveux bien un petit verre d'eau et un petit sucre parce que j'en ai terminé. Je ne sais pas comment vous organisez les séances de questions-réponses, mais je suis à votre disposition. Ouais. Cette présentation, donc en effet, on peut passer à la séance de questions-réponses. Est-ce qu'il y a déjà des mains levées? Ouais. Donc, peut-être commencer par une. Alors, comme j'en ai une, est-ce qu'il y a déjà eu des expériences, notamment au niveau wallon, d'intégration de son des permis d'urbanisme? Je vais remettre mon truc. Honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que l'intégration des permis d'urbanisme, et je ne sais pas si c'est vers ça que tu veux aller, j'ai peut-être mal compris le sens de ta question, mais l'intégration des permis d'urbanisme, justement aussi dans une vue de mise à jour, d'implémentation, c'est quelque chose dont on parle depuis que moi je suis doctorant, en gros. Hein? Moi, je peux pas parler au niveau des services cartographiques des villes, mais c'est clair, mais là évidemment, tu me dis, ça fait des années, c'est vraiment le genre de truc qui a vraiment son sens ici. Je pense que ça l'avait déjà, mais dans le cas avec, si on est vraiment dans cette philosophie approche donnée, ça devient d'autant plus ridicule de ne pas utiliser cette information qui est là pour alimenter les données en tant qu'information directement permis d'urbanisme, mais aussi en perspective de mise à jour des données et de préparation. Ça, c'est une évidence. Donc là, peut-être que... Donc, je ne peux pas te dire si c'est fait. En tout cas, ça devrait l'être. De façon même expérimentale, c'est ça. Non, mais je pense que d'un point de vue... Tu vois, encore une fois, j'ai l'impression que d'un point de vue technique, il n'y a aucun souci. Je veux dire, alors, enfin, non, je vais un peu trop vite. Je pense que si on s'assure que les permis sont envoyés sur une forme standardisée ou en tout cas documentée, ce qui devrait être le cas. Dès lors, il y a moyen de les transformer relativement facilement comme on le fait et après alimenter. Donc d'un point de vue technique, on est sur des choses qui, si à la base, les données sont documentées et formalisées comme il le faut et qu'il y a une volonté de le faire, voilà, il n'y a pas d'autre problème. Je participe à ça. Il y a une question dans le chat. Donc, qui dit que donc vous parlez de mobilité de végétation, mais la question demande est-ce qu'il y a une intégration prévue de l'environnement, de la biodiversité, de la connectivité au sens large? Alors, ce qui, moi, m'a toujours passionné depuis que je fais de la recherche et que je faisais des choses d'un point de vue de concept qui ne s'appelait pas jumeau numérique, mais qui était déjà dans la veine de tout ça. Mais j'ai envie de dire, tout est possible. Et plus on envisage de cas et de cas d'études,
plus le fait d'aller vers ce genre de solution intégrée a du sens. C'était quoi tu peux rappeler parce que je n'ai Les pas trois le... dimensions qui étaient mentionnées, c'était l'environnement, la biodiversité et la connectivité. Oui. Ah oui. Mais je pense, et en fait, je pense que c'est assez amusant parce que les enjeux, ils sont là. Quelqu'un va vouloir faire quelque chose sur la biodiversité et du coup, il va certainement, j'invente, il va avoir une possibilité, par exemple, d'avoir des inventaires. Par exemple, des inventaires qui va faire au niveau, même au niveau d'une ville sur la présence de certaines espèces. Mais ce sera très intéressant pour cette personne qui fait son inventaire et qui le propose, qu'en même temps, si par ailleurs, il y a déjà un modèle de la végétation qui est prévu, ce qui lui permet de se greffer à ça, ou de se greffer, ou en tout cas de combiner les choses, en voyant si euh, effectivement il y a des corrélations qui peuvent être faites, ou inversement, si j'ai des modèles de transport justement et qui me montrent la possibilité, ben, je sais pas, moi je pense à des couloirs pour les animaux, enfin c'est peut-être plus, on est plus de milieu rural, mais enfin bon. Donc, je dis, tout est possible et en fait l'enjeu c'est que plus on envisage de choses, plus les interconnexions ont du sens et plus ça a du sens de mettre en place une infrastructure commune. Merci pour la réponse. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des prises de parole. Par rapport au permis d'urbanisme, donc de plus en plus nos architectes utilisent maintenant le BIM pour ça. Je suppose que c'est des données qui pourraient être tout à fait compatibles avec le genre d'outils que tu développes. Et on pourrait, est-ce qu'il serait possible ainsi de simuler, par exemple, bah, l'ombre portée des bâtiments, hein, y compris au total sur l'année. Voilà, parce qu'en fonction de où se situe le soleil, voilà, est-ouest et en termes d'angle, voilà, Oui. ça va être tout à fait différent. De même, voir à partir de où sont les fenêtres des différents bâtiments, quelle est la vue que l'on a sur le voisinage. Alors, je vais répondre parce qu'il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, le lien BIM. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait spécifiquement ici référence au BIM, mais soyons clairs, c'est amusant parce que j'avais mon premier cours d'introduction des sujets urbains pour les urbanistes, les ingénieurs architectes et tout, et je commence à 6G, BIM, Digital Twin. En gros, c'est le même combat. C'est des formats peut-être différents, mais en gros, la philosophie est la même. Et évidemment, il y a intégration. Et donc, d'ailleurs, quand on parle de jumeaux numériques, en fonction un peu de l'origine des personnes qui travaillent, ben, ils mettent en avant, enfin, il y a toujours cette nécessité de partir d'une base SIG, mais de l'alimenter par des données qui viendraient du BIM, avec la même question des permis d'urbanisme qui est, il faut que le BIM soit structuré comme il faut. Sinon, évidemment, si le truc n'est pas bien fait au départ, il ne sera pas mieux fait après à l'arrivée. Donc là, aucun souci sur le fait de l'intégration des données. Enfin, encore une fois, quand je dis aucun souci, techniquement, il y a tout à fait moyen d'aller rechercher de l'information à partir de format BIM pour alimenter quelque chose, soit de mettre le BIM tel quel, un peu comme on a fait ici le nuage de points, soit de se servir de données du BIM pour alimenter un bâtiment, donc pour avoir une information, je dirais, de base qui est traitée pour être intégrée. Donc, pas de problème sur l'intégration, c'est vraiment la philosophie. Les cas d'utilisation que tu présentes, et j'ai envie de dire, la réponse est oui, évidemment. Donc, si on a justement le fait d'avoir un environnement qui est, par exemple, le cas de la plateforme que je vous ai montré, on est en Lambert 2008, tout est localisé. Demain, tu m'offres un modèle de parcours du soleil, ça ne doit pas être très compliqué, et calculer les ondes portées, voilà, le genre de cas d'étude qui n'est pas du tout difficile à mettre en place. Je ne l'ai pas là dans la plateforme, mais c'est voilà, ce genre de choses, à mon avis, tout à fait aucun souci.
Puis je reviens sur les fenêtres. Parce que là, j'ai deux choses à dire. D'abord, on a eu une thèse qui a été défendue en juin de Siam El Yamani, et elle travaillait sur la mise en place d'un modèle d'estimation foncière et qui combine BIM et SIG et jumeaux numériques. Et il y a notamment la prise en compte de si j'ai un modèle qui me donne les fenêtres, l'orientation, elle avait notamment dans les paramètres, les critères qu'elle avait repris, il y avait notamment le taux de lumière naturelle que tu as dans ton appartement. Donc ça, c'est des choses qui, au niveau de la façon dont les données sont structurées, mais des traitements que l'on peut faire, sont tout à fait possibles. Et alors, je vais même remettre une couche, parce que là, plutôt sur le fait comment obtenir ces informations, d'avoir les fenêtres, parce qu'on peut se dire, c'est pas évident. Alors évidemment, tu peux les avoir si tu as un modèle BIM qu'on t'a fourni, évidemment, tu vas l'avoir, mais même en termes de mesures, alors là, c'est le géomaticien qui parle, on a, un peu comme on fait de la reconnaissance automatique au niveau des arbres et tout ça, on a ici testé ces choses qui existent, mais on essaie d'améliorer les choses, donc de tester de manière automatique l'extraction des fenêtres sur des bâtiments, des façades, et tu as donc quelque part, un peu comme je vous ai montré le projet SEM 3D, tu as non seulement le bâtiment qui t'arrive, je dirais tout cuit dans ton modèle, mais tu as également les fenêtres, les portes, avec même parfois un pourcentage de probabilité que ce soit une porte ou une fenêtre. Et c'est des choses, et ça, c'est un autre développement qu'on a rentré là avec des collègues justement ici de FSA. Si jamais ça peut être un projet qui soit financé, ce qui serait bien, où on a cette volonté de détection automatique, justement pour très rapidement, dans des cas de catastrophe et tout, pouvoir estimer un peu les fenêtres, les portes, et du coup d'en déduire les niveaux à l'intérieur de la maison. Donc d'avoir une information intérieure. Donc avec les deux exemples que tu as donnés, ça montre que, je dirais, les données existantes peuvent alimenter, les recherches en acquisition de données et traitement automatique vont dans ce sens, et ce type de plateforme doit vraiment totalement répondre. Enfin, l'idée du jumeau numérique doit absolument répondre à ce genre de choses, d'ombre reportée, ça c'est sûr. Il y avait encore une question, mais j'imagine que ça va un peu dans le même sens que la question précédente, c'est en fonction des données que vous avez injectées, plus vous alimentez le jumeau, plus la donnée va être intéressante et va pouvoir être riche. Donc la question c'était dans quelle mesure est pris en considération le facteur humain, qui est souvent imprévisible et parfois contre-productif. Donc l'exemple qui est cité, c'est le surtourisme notamment. Excusez-moi, il manquait de sucre parce que je sortais de 3 heures de cours. J'ai quand même senti que... Voilà. Alors, je l'ai cité dans ma présentation, le lien avec les citoyens et les problèmes éthiques, les problèmes législatifs. C'est fondamental. C'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai un peu mis l'accent sur les aspects techniques parce que je voulais également partager sur des réalisations concrètes, mais les aspects humains, éthiques sont vraiment fondamentaux. Maintenant, ils le sont de toute façon dans la production de la géodonnée et la mise à disposition de la géodonnée. On est de toute façon, à un moment donné, lié au respect de la vie privée. Par exemple, je pourrais avoir les informations sur le prix des immeubles, enfin, ou des informations statistiques. On a toujours cette discussion sur à quel niveau de détail on peut les fournir. Donc ça ne change pas. Et donc, je pense qu'au niveau... je vois que l'idée du surtourisme c'est intéressant parce qu'il faut, quelque part, je crois qu'il y a une vraie demande de participation du citoyen. Et justement, ce genre d'approche peut permettre une communication plus aisée avec les citoyens qui peuvent, du coup, agir, comprendre des choses, donner leur avis sur peut-être des projets simulés ou alimenter eux-mêmes les données en collectant eux-mêmes des informations. Quoique j'en avais discuté récemment, ce n'est pas toujours facile que les gens fournissent de l'info, mais en tout cas, il y a une plateforme qui
une approche qui pourrait le permettre. Alors évidemment, il faut effectivement faire attention donc aux dérives. Je dis les dérives éthiques, vie privée, que je viens de citer. Et pour le surtourisme, c'est amusant parce qu'on pourrait très bien imaginer que ce serait une solution pour le diminuer, parce qu'on pourrait très bien imaginer, les modèles de patrimoine digital que j'ai montrés, je peux les mettre sur la plateforme et permettre à des gens de visiter une ville de manière virtuelle, et donc du coup les empêcher d'accéder à des sites. Ceci dit, tout en vous disant ça, en pensant que c'est un peu ridicule, ça ne l'est peut-être pas, parce qu'on a d'autres projets, on essaie de mettre en 3D, mais là ça n'a rien à voir avec les villes, mais c'est de mettre à plus grande disposition les collections artistiques de l'Université de Liège. Il y a des objets qui ne sont pas visibles parce que dans une salle qui n'est pas accessible. Ben, voilà, on a la possibilité ici de le faire, donc ça peut quand même amener, je pense que ça peut amener des solutions. Pour conclure, ça peut amener des solutions, mais et le citoyen est vraiment au centre, j'en suis persuadé, et du coup, il faut bien prendre en compte tous ces facteurs humains et prendre dès le départ en compte les problèmes législatifs, éthiques. Sinon, on arrive à des choses qui peuvent être effrayantes. Donc finalement, le point central, c'est quand même l'intégration. Le jumeau, il intègre par toute une série de choses, c'est quand même ça. Et alors, de là, j'ai trois questions qui, quelque part, en découlent. Je pense que l'expression n'a pas été citée. Mais quelle est la différence avec la Smart City? C'est quand même un peu la même ambition, si j'ai bien compris, premièrement. Deuxièmement, si on intègre, ça veut dire qu'il doit y avoir une structure qui va, en l'occurrence, intégrer. Donc ici, si j'ai bien compris les exemples, à commencer par votre Meuse ou Tokyo, c'est quand même les autorités publiques, donc plutôt la municipalité qui va gérer les choses. Donc là, une autre problématique, c'est quand même l'articulation avec le privé, quoi, que ce soit les grandes entreprises ou les startups, donc comment gérer ça. Puisque finalement, si on intègre, ça veut dire qu'il y a un avantage, c'est davantage au réseau être dans le système, quoi. Donc on peut bénéficier de la plus-value. Et puis la troisième question que je me pose, c'est, donc évidemment, c'est urbain, mais jusqu'où on va en termes de. Qu'est-ce qu'une ville, quoi? Donc est-ce que le Sartiment, on peut, bon, parce que ici, ou est-ce qu'une petite commune, pas très très dense, on a l'impression quand même que la plus-value est d'autant plus importante que l'environnement est dense et complexe. Voilà. Donc jusqu'où est-ce qu'on peut peut-être aller? On comprend que ça part des grandes villes, c'est pas un hasard, c'est plutôt qui ont été cités. Et puis on a l'impression, bon voilà, ça va descendre sans doute, mais jusqu'où est-ce que ça pourrait peut-être aller? Jusqu'à quel niveau de densité y a-t-il quelque part une plus-value à cette intégration? Voilà. Ouais, merci Jean-Marie pour tes trois questions qui sont super intéressantes, comme toutes les autres d'ailleurs. Alors, la question Smart City Digital Twin, ça c'est. J'ai été récemment à une conférence Smart City. Je pense, j'ai toujours considéré, mais ça c'est ma vision évidemment des choses, qu'une Smart City sans le. Alors, une Smart City peut être smart sans technique, mais en gros, on est quand même sur une idée d'infrastructure technologique derrière. Donc, pour répondre facilement, enfin rapidement et de manière un peu caricaturale à ta question, pour une Smart City qui n'aurait pas de jumeaux numériques, voilà, c'est pas une Smart City. Une condition de la Smart City. Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours cru qu'une... Enfin, non. Je suis, mais là, j'ai un biais évidemment de par mon domaine, mais que parler de Smart City, alors évidemment, il y a les aspects légaux, législatifs, organisationnels, toute une série de choses, mais derrière, s'il n'y a pas la technique, on ne fait que discuter, c'est du vent, il n'y a rien. Il faut de la data, il faut du traitement de data. Ce n'est pas que ça, mais c'est pour moi une condition nécessaire. Et dès lors, si ces infrastructures technologiques évoluent maintenant sous le vocable jumeau numérique, bah, c'est pour ça que, naturellement, je te dirais, une Smart City doit avoir derrière elle au moins une ébauche ou un jumeau numérique partiel. Ça, pour répondre à ta première question. Deuxième question. Effectivement, là aussi, c'est ma perception des choses, c'est pas partagé par tout le monde, mais pour moi, ces initiatives doivent émaner d'une autorité publique, que ce soit une ville, une région, un État.
une agence cartographique, quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est sur la donnée, la géodonnée, en gros, c'est de la géodonnée et des données spatialisées. Et donc, je considère que c'est quelque chose qui est du ressort du public dans sa gestion. Euh, voilà. Mais ça, c'est un positionnement de ma part. Je peux très bien imaginer quelqu'un qui va dire, bah non, c'est le privé qui peut, bah d'ailleurs, Google fait Google Earth, Google. Voilà. Mais quand on commence à croiser des données sensibles, et comme je disais tout à l'heure avec le lien avec l'éthique, la législation et tout ça, ben, je pense que c'est quand même la gouvernance et les utilisateurs potentiels qui doivent quand même être quelque part encadrés par ces institutions, ces instituts publics. Voilà, c'est ma position. Alors du coup, même... Ça va effectivement se passer. Je ne sais pas s'il y a déjà des exemples. Tu as Mais- donné des exemples, parce que là, dans ce que tu as pu observer, ça reste quand même l'autorité publique. Les exemples, c'est quand même les autorités publiques pour ce que j'ai cité, mais bon, il y a quand même des velléités, bah, j'ai pas parlé de Google, mais j'ai des velléités de société de fournir des jumeaux numériques de la production jusqu'à enfin, toute la chaîne, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que les sociétés privées ne peuvent pas travailler dans l'écosystème dont on parle. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Je ne dis pas que l'institution publique doit créer elle-même toutes ces données, tout ça. Non, pas du tout. On sait bien que c'est de toute façon pas possible. Et donc, il y a évidemment un rôle, même presque central, enfin, d'un point de vue technique, des industries, des startups, des grosses sociétés, tout ça. Ça, c'est sûr. Dans l'accompagnement, dans le développement, dans la création de certaines données. Mais voilà, je continue à penser que le contrôle final, c'est au niveau du public. Et ta dernière question. Ah oui, oui. Bah alors ça, c'est très intéressant et ça me permet de dire que j'irai parler à la Maison de l'Urbanité en novembre, justement, sur une des thématiques aussi qui relève un peu plus non, de jusqu'où, c'est exactement ce que tu viens de dire, jusqu'où peut-on imaginer les jumeaux? Alors, il y a quelque temps, je t'aurais dit, avec tous les exemples que j'avais, ben oui, bon, effectivement, est-ce qu'il faut vraiment se lancer là-dedans pour une petite commune ou pour un quartier ou pour un... Donc avant, j'aurais plutôt dit non. Mais maintenant, je dirais plutôt oui. Pourquoi? Parce que euh, si des données... Alors évidemment, enfin, si des données commencent à être plus facilement disponibles, ainsi que les traitements. Donc, c'est toujours une question finalement de formation et de compétences au sein des organismes. Mais c'est pas plus bête de faire une analyse d'environnement dans une petite commune, une analyse d'ombre portée dans une petite commune ou pour une éolienne au niveau urbain, comme Jean-Marc a fait l'exemple tout à l'heure. Dans les thématiques d'inondation, ben, bon, que je sois, peu importe la commune, je serais comme très content, même si ça ne touche que 3 rues, d'avoir à ma disposition ce genre de choses. Donc en fait, je crois que c'est plutôt une question de disponibilité. Et il est évident qu'avant, vu la plus-value, seules des grandes villes, on parlait de Tokyo, on voit vraiment toute une série d'applications et pouvait quelque part initier les choses. Mais si au niveau de la région, on a, j'espère dans quelques années, si le projet va à son terme, on a tous les bâtiments en 3D, on a les modèles numériques de terrain, et on peut y coupler d'autres sources d'informations. On pourrait imaginer des jumeaux numériques, même partiels, hein, sur quelques thématiques dans les communes. Et je reviens même au quartier. Et c'est amusant que tu as parlé du Sartiment, parce qu'on a discuté avec une société privée qui était intéressée de réfléchir à un jumeau numérique pour le parc scientifique. C'est-à-dire, là aussi, est-ce qu'il faut vraiment faire un jumeau numérique pour le parc scientifique? Je pense qu'on va essayer, on va se lancer là-dedans. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que, à la différence peut-être des villes ou des communes, c'est que si on est là sur quelque part du privé, un peu, hein, parce que c'est différentes sociétés, eux sont peut-être beaucoup plus enclins à partager leurs données, parce qu'ils vont faire un jumeau numérique avec quelque chose en tête, par exemple de l'économie énergétique et ce genre de choses. Et donc là où, sur la ville de Liège, on n'aura jamais l'information de consommation électrique des ménages, ménage par ménage,
que si on fait un jumeau numérique, entre guillemets, privé pour le parc scientifique, et il y a toute une série de données que l'on va pouvoir spatialiser que sinon on ne pourrait pas faire. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que si eux ont des applications qui nécessitent de croiser ces infos, eh bien, je pense que là, on peut tout à fait imaginer des jumeaux numériques sur des extensions plus petites. Voilà. Encore une fois, avec l'idée que les outils d'intégration sont développés et qu'une partie de la donnée est par ailleurs disponible et mise à disposition par la ville ou la région. Je crois qu'on peut s'arrêter là. S'il n'y a plus de questions, là, j'ai même un peu dépassé le temps. Donc, on te remercie pour cette intervention. Donc, ceux qui restent intéressés par la thématique, donc, tu refais un exposé au mois de novembre, c'est ça? J'ai un mois de novembre, oui, il y a Maison de l'Urbanité, et puis, oui, ça c'est la chose la plus proche ici en Belgique. OK. Tu as mis déjà le lien dans le chat. OK. Voilà. Donc, la vidéo sera mise en ligne d'ici peu. Voilà, ceux qui auraient raté une partie de l'exposé. Voilà, on vous remercie et à bientôt pour un prochain Midi du lait pur. Voilà, il n'y a pas encore de date fixée pour un prochain numéro. Voilà, merci Au beaucoup revoir. pour l'invitation. N'hésitez pas donc à me contacter, même directement, il n'y a aucun souci. À bientôt.